Les équipements collectifs, ces services qui accueillent les enfants en bas âge, mais aussi les personnes handicapées et les personnes âgées, sont essentiels pour l'émancipation des femmes. Au Canada, par exemple, la province du Québec a fait le pari, à la fin des années 90, d'investir dans l'accueil de la petite enfance en mettant au point un système de garde à contribution réduite. Chaque enfant s'est ainsi vu offrir une place pour un prix modeste. Ça a permis à énormément de femmes d'entrer sur le marché du travail. Et donc, le taux d'activité des femmes est passé en une quinzaine d'années de 74 à 84%, donc soit de plus de 10%, donc une femme sur 10 en plus, grâce à ce nouveau système. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça n'a rien coûté, au contraire, à la province, parce qu'en fait, cette politique d'accueil de l'enfance leur a coûté à l'époque 755 millions au total d'investissement public. Mais quand on comptabilise les impôts de ces nouvelles travailleuses entrées sur le marché du travail, les impôts sur leur travail, sur leur consommation, etc., on en arrive à 1436 millions. Donc si vous faites le calcul, 1436 moins 755, vous le ferez, on arrive à en tout cas un solde positif. Donc l'État, en l'occurrence la région, récupère plus que ce qu'elle n'a investi à la base. Un chercheur a également estimé la richesse produite par ces nouvelles travailleuses à 3,7 milliards d'euros. Une expérience qui permet de démentir un a priori tenace selon lequel le non-marchand serait une charge pour la société. C'est totalement faux, on le voit ici. Au contraire, investir dans le non-marchand, non seulement c'est important dans ce cas-ci pour le droit des enfants, le droit des femmes, parce que c'est elles qui portent tout ce qu'on appelle le travail de care dans la société en général, mais en plus, ça ne coûte pas et ça rapporte, ça produit de la richesse. Donc voilà, c'est intéressant vraiment, je pense, pour nous de s'inspirer de cette expérience-là. Nous inspirer car depuis quelques années, les équipements collectifs suivent une toute autre tendance en Belgique. Devant le manque d'investissement public et les besoins croissants de la population, le secteur commercial a repéré un gros potentiel. L'exemple le plus frappant est sans doute celui des maisons de repos. En fait, il y a plusieurs grands groupes qu'on connaît, qu'on entend parfois dans la presse comme Orpea, qui est un des plus connus, qui s'implantent de plus en plus et qui rachètent toutes les petites maisons de repos. Donc maintenant, dans le secteur des maisons de repos, il y a au moins 60% des maisons qui sont vraiment des maisons dans le secteur commercial. Alors le secteur commercial s'occupe aussi d'autres choses. Donc il y a par exemple un groupe, ils ont des maisons de repos, mais ils s'occupent aussi du bétail. Donc c'est pour dire que leur priorité n'est pas spécialement la personne âgée et que leur but est vraiment de faire du profit, même si quand vous allez sur leur site internet, vous lisez un projet de vie qui peut être tout à fait attractif, mais en fait c'est vraiment un écran de fumée derrière lequel se cachent des actionnaires. Donc vous allez rentrer dans des maisons de repos qui parfois sont vraiment magnifiques, mais au niveau du personnel, c'est réduit au minimum. Et donc les travailleurs, il est vraiment courant qu'une aide-soignante en maison de repos doit faire 12, 13, 14, 15, 16, 17 toilettes sur sa matinée, en plus de donner les petits déjeuners, en plus de donner les dîners, en plus de faire les lits. Donc il faudrait chronométrer, mais ça veut dire un quart d'heure grand maximum par résident. Donc la relation d'aide, le contact avec l'usager, il n'y a pas du tout. Une situation dont les ministres compétents sont clairement responsables. C'est quand même finalement eux qui signent à la COCOF, à la COCOM et qui octroient les lits dans tel ou tel secteur, ASBL, CPAS ou la commercialisation. Je ne comprends pas comment à un moment donné on a permis à ce secteur de rentrer plus. Donc moi je pense qu'il faut des règles, il faut mettre aussi des règles sur le prix que les résidents payent, il faut qu'ils présentent un vrai projet de vie et qu'on aille contrôler ça. Et moi, je crois qu'il faut mettre un frein. Moi, si c'était moi, je trouve qu'il ne faut plus que des ASBL. Donc, je ne sais pas, les hommes politiques, quelle est leur réelle volonté. En général, quand on les interroge, ils disent aussi qu'ils ne sont pas pour la commercialisation. En tout cas, le PS, le CDH et Écolo. Mais dans les faits concrets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je leur pose la question. Voilà, alors dans la vidéo, on a parlé de deux secteurs, qui est l'accueil de la petite enfance et qui est les maisons de repos. Mais ici, vraiment, on parle des équipements collectifs en général, et donc y compris la personne handicapée, etc. Et pour vous citer, si nécessaire,
Nous avons deux buzzeuses ici, qui est Patricia, qui est responsable non marchand pour tous les secteurs communautarisés, régionalisés, enfin plus au fédéral, quoi. Et Marie-Christine, qui est déléguée non marchand aussi. Voilà, comme ça, c'est vrai que j'aurais pu présenter à chaque fois. Et donc voilà, je décale de nouveau du place, et donc je commence avec vous, Zoé Genot. Alors, sans rentrer dans les détails vraiment, soit de la petite enfance, soit des handicapés ou des personnes âgées. Normalement, personne ici n'est concerné. Sinon, ça pose souci. Voilà. Désolée, la personne âgée. Donc sans rentrer dans ces détails-là, simplement vraiment sur la logique des équipements collectifs et des services. Qu'est-ce que propose concrètement Ecolo? Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes demain au pouvoir? Je pense qu'il faut surtout essayer d'utiliser tous les leviers, parce qu'on le voit ces dernières années, si on veut pouvoir ouvrir des lieux, je dirais, se baser juste sur les enveloppes crèches et autres n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que ces dernières années, par exemple, on a voulu que dans le cadre des contrats de quartier, c'est quoi les contrats de quartier? Les Bruxellois le savent, c'est 12 millions qui est injecté dans un quartier qui a des difficultés. Dans chacun de ces contrats de quartier, il fallait au minimum qu'il y ait une crèche qui soit construite. Dans certains contrats de quartier, on a même eu 2, parfois même 3 crèches qui ont été construites, parce qu'en région bruxelloise, on est très en deçà des normes d'accueil nécessaires dont on aurait besoin pour que les gens puissent travailler. Est-ce que ces crèches-là sont subventionnées? Parce que, ok, il manque des places bien sûr, mais c'est dans la qualité du travail et des gens qui sont engagés. Tout à fait. Mais là, je dirais, c'est en 2 parties différentes. Donc, ici, c'est la région qui normalement n'était pas habilitée à subsidier les murs, mais qui a trouvé ce biais pour subsidier les murs. Et ensuite, c'est la communauté française. Vous parlez du plan Sigol? Non, je parle des contrats Parce quartiers. qu'en fait, de toute façon, le manque de place est réel. Et j'en reviens, c'est la qualité et les emplois connus qui sont le plus importants. À savoir que si vous tenez compte, la subvention, elle sera ce qu'elle a. Ce sont des crèches agréées par l'ONE-IPA. Et au niveau des infrastructures et de l'encadrement, comment sera-t-il calculé? Et par qui sera-t-il financé? Parce que ça va encore être, c'est un système en plus que j'entends nouveau là maintenant, ça va être encore 2 vitesses, 3 vitesses. Et l'emploi des gens, la qualité du travail, où sera-t-il? Non, ça a déjà commencé, hein. Donc il y a déjà plusieurs crèches Pas qui sur ont été Liège, créées. pas sur Liège. Non, mais c'est bruxellois, vous n'avez pas entendu. C'est un système bruxellois où Bruxelles a voulu donner un coup de pouce justement à la création d'infrastructures de qualité, parce que dans toute une série des quartiers populaires, on est vraiment très très bas en termes de possibilités d'accès aux crèches pour les travailleuses, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en formation et autres, qui ont vraiment des grosses difficultés en région bruxelloise. Mais en effet, une fois que la crèche est construite, avec l'argent de la région, tout l'enjeu est que la communauté puisse, je dirais, se défaire des budgets pour qu'on puisse encadrer. Très bien. Et il y en a qui sont déjà en train de fonctionner. C'est moi qui Donc on en revient. Pardon, je ne dis pas. La paille et la poutre. Donc on en revient au nœud du problème. On peut construire des infrastructures, encore faut-il les faire fonctionner. Les faire fonctionner dans le cadre d'ASBL, dans le cadre de contrats par rapport aux travailleurs, de contrats clairs, avec du personnel de qualité et du personnel formé. Alors quand vous nous dites la région bruxelloise, et donc ce que vous expliquez là est restreint à la région bruxelloise, il n'y a pas les mêmes processus en région wallonne, et donc on reste avec la question entière sur le nombre de places en région wallonne. On n'a pas, au niveau de l'ONE, une capacité de subventionner ces crèches de manière correcte. Et donc, quel est le programme que vous avez pour augmenter la capacité du non-marchand, mais on disait bien pas seulement des crèches, de l'ensemble des besoins qui sont rencontrés par la société, et quelles sont vos possibilités de dégager les moyens pour ça, pas seulement construire des bâtiments. Et bien donc là, ces crèches-là qui sont ouvertes, effectivement, sont des crèches communales aux normes ONE ou aux normes Kindergezin, puisque il y a aussi des crèches néerlandophones qui ont été construites avec les conditions de travail classiques des crèches communales. Mais on le voit, ce n'est qu'une première étape.
ça ne permet pas de répondre à l'ensemble des besoins. Mais on pense que c'est en se limitant pas, il y a le plan Cigogne qui en effet veut augmenter le nombre de places, mais en ne se limitant pas au budget de la Communauté française, parce qu'on sait que la Communauté française est le parent pauvre, mais justement en allant puiser aussi dans d'autres cassettes, qu'on va pouvoir réellement augmenter le nombre de places. Je pense qu'on parle... Très brièvement, parce qu'on dépasse le temps, mais... Ah mais voilà, je voulais juste aussi insister sur deux éléments dans lesquels on pense moins quand on pense équipement collectif, qui sont l'accompagnement à domicile, qui permet justement de retarder la mise en maison de repos. Avec des titres services. Avec un véritable statut d'aide ménagère, vous savez que nous... Les aides familiales et les aides ménagères sont très nombreuses dans la salle. Attention. Mais je pense que leur formation est totalement différente de celle des titres de service et que donc c'est important justement que ce soit des gens qui s'y connaissent au niveau déontologie, au niveau de façon de prendre en charge les personnes âgées, qui puissent travailler dans ce domaine. Parce qu'on le voit avec les listes d'attente à l'heure actuelle, ce sont les titres de service qui font ça et sans les formations adéquates. Donc il y a un véritable défi à renforcer ces services. Dernière chose, les lieux de répit par rapport aux personnes qui ont des personnes handicapées à la maison, le pouvoir permettre à des personnes de prendre parfois 15 jours, quelques semaines, le temps de trouver un véritable accueil à long terme, c'est aussi des institutions. Je vous coupe là pour passer à la personne suivante. Ah bah voilà. Et je vous ai mis un coup de sifflet. Vous mettez un verre au drink. Donc pareil, Nadia Moscoufov, on se doute que le PTB est contre la commercialisation, mais c'est facile aussi pour un parti qui n'est pas au pouvoir de dire ce genre de choses. Alors très concrètement, je sais que, vous disiez tout à l'heure que vous n'y croyez pas vraiment, mais imaginons que vous ayez la majorité complète, totale et la plus confortable possible. Comment vous faites face à un secteur commercial qui est demandeur et qui a les fonds financiers, comment vous faites pour dire non à la commercialisation des équipements collectifs? Je vais peut-être d'abord, maintenant, profiter de ma prise de parole pour expliquer quand même plus posément notre solution de financement. Parce que je ne veux pas qu'on arrête ce débat, donc nous ne sommes pas le parti des Yaka. Et contrairement à ce qui a été mis dans un SMS, je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre terrain de travail, c'est surtout la rue pour le moment. On a l'ambition d'entrer au Parlement et on veut continuer à s'appuyer sur notre bureau d'études, mais aussi, modestement, continuer à avoir des contacts réguliers avec les acteurs de terrain. Et sur ce terrain spécifique du non-marchand, c'est évidemment prioritairement avec les organisations syndicales. Et on pense qu'on va encore enrichir notre programme, des débats qu'on aura encore l'occasion d'avoir ensemble. C'est une chose. Deuxième chose, c'est que nous, on veut se faire le relais des luttes. Donc non, nous n'allons pas vous promettre qu'au lendemain des élections, nous allons changer le monde, même si notre idéal, c'est de le changer. Donc, il faudra continuer à construire des rapports de force dans la rue, parce que, en fait, le mouvement social n'a jamais obtenu une seule avancée parce qu'un jour, un parlementaire s'est levé en disant « Aujourd'hui, j'ai une bonne proposition ». Jamais. C'est toujours le mouvement social qui a forcé dans les parlements que des décisions ont été prises pour apporter une amélioration. Maintenant, notre problème de financement, c'est la taxe des millionnaires, qui est aussi une revendication phare de la CNE et de la CSC. Contrairement à nos adversaires politiques, ce n'est pas du tout une mesure ni symbolique, ni idéologique. C'est une mesure très concrète pour répondre à une urgence sociale. Donc, avec les chiffres de notre bureau d'études, qui ne sont pas les chiffres exacts, parce que justement, puisqu'on n'a pas de cadastre des fortunes, c'est très difficile d'avoir un chiffre concret, mais le chiffre minimal qu'on donne, ça peut rapporter 8 milliards par an. C'est minimal parce que cette année, il y a encore eu 5700 milliardaires en plus en Belgique, donc on peut imaginer que probablement ça pourrait être beaucoup plus que ces 8 milliards. Non, mais et donc 3 milliards pour créer 10 000 nouveaux emplois dans le non-marchand. Et pour la question de l'accueil, surtout de la petite enfance, donc on reprend en tous les cas la revendication de la Ligue des familles qui va beaucoup plus loin que le plan Cigogne 3, qui à notre avis est complètement insuffisant. Donc il faut créer en fait 35 000 nouvelles places
dans le secteur de la petite enfance d'ici 2022 et le plus rapidement possible. 10 000 places, c'est la question des places, c'est la question, comme le dit la déléguée, aussi des conditions de travail. Pour ça, c'est aussi un choix de société. Il faut que l'État intervienne et fasse le choix politique que tout ce secteur doit rester public avec contrôle démocratique et pas dans les mains du privé, absolument. Et troisièmement, c'est la question du coût, parce que ça doit être accessible pour l'ensemble des familles avec maximum 10% de proportion des revenus. Il y a une distinction entre privé et public qui n'est pas la même qu'entre non-marchand et commercial, mais de toute façon, Patricia allait, si je t'écoute. Mais oui, voilà, ce que vous voulez. Je voulais vous demander, mais comment allez-vous arrêter cette commercialisation? Vous dites, on veut du secteur public, mais comment allez-vous arrêter, que ce soit les crèches, que ce soit les maisons de repos, que ce soit les institutions pour personnes handicapées maintenant, que ce soit les services à domicile avec les hôpitaux. Oui, les hôpitaux, ils sont pas encore, ils sont commerciaux depuis très longtemps. Mais voilà, comment allez-vous arrêter ça? Quelle est votre proposition pour arrêter ça? Parce que bon, ok, on va chercher l'argent chez les millionnaires, mais comment allez-vous arrêter ça? Allez, on fait une proposition concrète là. On sort des slogans et des intentions. Moi, je pense qu'il faudra à un moment donné mettre sur la table une proposition de loi pour interdire que dans certains secteurs, ce soit le privé qui s'approprie les choses, le commercial, désolé, qui s'approprie les choses. Donc on a fait des lois pour toutes sortes de choses. On voit pourquoi on ne fait pas une loi pour interdire que le commercial prenne en charge. C'est beaucoup trop important dans une société démocratique de laisser au commercial la question de qu'est-ce qu'on fait que les personnes âgées. Voilà, c'est ça, je pense. Patricia, tu n'es pas convaincue. Tu n'as pas sceptique. Mais oui, je suis sceptique parce que ça fait des années qu'il y a des arrêtés qui disent le contraire, qu'on répartit, par exemple, les lits dans les maisons de repos entre le secteur commercial, le secteur public et le secteur associatif. Donc on a fait exactement l'inverse. Quand, par tous les moyens, on essaye de faire changer ça, la réponse des gouvernements successifs, et pas seulement celui-ci à la région wallonne, est de nous dire on ne peut pas. L'Europe nous interdit de mettre des clauses interdisant au secteur marchand de prendre des parts dans les secteurs, et en plus, on n'a pas les moyens de faire autrement, on n'a pas les moyens de se passer du secteur commercial pour ouvrir des maisons, et en plus, ce sont des emplois dans notre pays. Donc nous sommes tout à fait opposés à la commercialisation des services, mais les seules réponses que nous recevons sont celles-là. Voilà, je vais passer alors au Parti Socialiste. Eliette Tillieu avait une partie des équipements collectifs dans ses compétences, mais je vais m'adresser à Fabien Martin au nom du Parti Socialiste. Voilà, quand on entend ça, est-ce qu'on doit simplement laisser tomber? Alors on dit, bon voilà, on n'a pas le choix, ou est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a encore une marge de manœuvre, et si oui, est-ce que vous comptez l'exploiter? Je pense qu'en fait la seule réponse n'a pas été uniquement de dire on laisse tout au privé et au commercial. Je pense que la réponse, elle est aussi concrète, c'est dans l'augmentation du nombre de lits qui a eu lieu pour le public et pour l'associatif. Ça, c'est... Bon, excusez-moi, mais alors je vais être très direct, c'est le ministre Tamigno qui a en son temps négocié l'arrêté royal disant que la moitié des lits pouvaient passer au secteur commercial. Alors voilà, s'il fallait être plus précis, je suis plus précise. Continuez votre réponse. Oui, donc je voulais juste dire qu'en effet, le nombre de lits publics a augmenté drastiquement ici en région wallonne dans cette législature aussi, qu'en effet, il y a un besoin qu'il faut absolument couvrir et que je pense que c'est toujours la même rengaine qui revient. Je dis comment finance-t-on les choses? On peut clairement, et c'est inscrit dans notre programme, dire qu'il faut un soutien réel au secteur public et associatif, qu'il faut en effet réguler les choses au mieux, mais à un moment donné, on est toujours devant la même rengaine, c'est de savoir comment on finance les choses. Donc on peut mettre des volontés politiques sur la table, pour par exemple le plan Cigogne pour venir à l'accueil de l'enfance. Clairement, on a un plan de 10 000 places avec pour objectif les 10 000 places pour 2019. Alors en effet, on peut aller plus loin. Mais je pense que j'invite le PTBGO demain à s'asseoir autour de la table, de voir comment on finance ces 35 000 places
enfin, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs, et on a parlé, je pense, pendant tout cet après-midi de choses importantes et des priorités. Il faudra arbitrer demain comment les choses vont s'exécuter sur le terrain, et c'est pas évident. Je pense qu'à un moment donné, il faudra pouvoir mettre clairement autour d'une déclaration gouvernementale les choses et nos priorités. Et on ne demande pas mieux, en effet, pour augmenter les places. Mais je pense qu'au-delà des places à augmenter, il y a en effet le statut qui est important. Le statut et surtout les associations ou les institutions qui accueillent ces enfants. Parce qu'en effet, on ne peut pas juste augmenter des places et faire de la création de structures sans penser à l'emploi qu'il y a derrière. Et donc c'est une priorité. Il faut vraiment avoir quelque chose de nuancé et de pesé pour que l'emploi soit de l'emploi de qualité et pas du sous-financement ou du sous-emploi. Et c'est aussi inscrit dans notre programme de revaloriser aussi les accueils. Je l'ai entendu. Concernant les emplois de qualité. Concernant les emplois de qualité, et donc je parle au niveau des crèches. La réalité de terrain, elle est celle-là. C'est que dans une crèche, d'une capacité de 60 lits, où vous avez du personnel pour 17 équivalents temps plein, en y mettant le Maribel, alors qu'il n'est pas prévu dans cette optique-là, il y a 35 personnes à temps partiel. D'accord ? Il n'y a plus qu'un temps plein, nominatif, qui pour des raisons a diminué son temps de travail, mais il n'y en a plus qu'un titulaire à temps plein au niveau de l'ONU. Ces personnes à temps partiel, qui plus est, sont des jeunes, à qui on fait des contraintes d'un tiers-temps, et Dieu sait si en étant délégué sur le terrain, on n'est plus que vigilant avec mon équipe, qu'il nous a fallu 1 an pour arriver à ce qu'elles aient un horaire fixe et pouvoir avoir un autre complément ailleurs. Je peux vous dire que la qualité du travail, si on en vient à ce que la petite enfance et du code de qualité qui tourne autour de ça, il est totalement bafoué. Hein. Alors, s'il vous plaît, et je suis sûre que c'est à tous les niveaux du non-marchand. Je fréquente les maisons de repos aussi, et les conditions de travail sont plus que lamentables au niveau des travailleuses, qui puisaient évidemment les services en ressent, d'accord. Elles sont obligées de compter 3 minutes par bénéficiaire, et je peux vous dire que la frustration en fin de journée, elle est bien là. Et ça, je suis sûre que c'est pour tous les secteurs du non-marchand. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à venir faire un tour dans nos structures, que vous voyez un petit peu ce qui s'y passe réellement. Parce que la qualité de l'emploi n'y est plus, l'avenir de nos jeunes est nulle part, le chômage dégressif leur passe sous le nez, et on va bien souvent le trouver à la rue. Hein. Donc, si vous faites un tour en ville de temps en temps, il y a plus de jeunes qu'auparavant qui sont en train de faire la manche maintenant. Alors, c'est bon, hein, ça c'est simplement parce que voilà, c'était donc une compétence du PS en région wallonne. Est-ce qu'une expérience comme celle qu'on a vue au Québec, où on voit, parce que finalement, en fait, c'est un investissement, mais que ça ne coûte pas, et même que ça rapporte, est-ce que ce genre d'argument pourrait convaincre au sein d'un gouvernement wallon, parce qu'on parle de priorités à faire en termes de financement, etc., mais quand on voit une expérience pareille, on voit que ça rapporte. Oui, bien sûr, Dernière chose, Julie, excuse-moi. J'en reviens aux normes d'encadrement. Quand on dit, la ministre disait des conditions optimales pour tout le monde, secteur privé, secteur public, les ASBL, d'accord, qui plus est, nous sommes des secteurs financés, les normes d'encadrement ne sont pas les mêmes. Alors qu'on revienne un peu à la base un peu partout, hein, et on y reverra déjà un peu plus clair, parce que des moyens, il y en a, seulement il faut les mettre là où il faut, parce que la société, c'est un phénomène de société qui est criant, et autant nos jeunes enfants qui sont là, ben, on fait ce qu'on peut et on ne fait pas du bon travail. Les handicapés, les jeunes et les maisons de repos, c'est pareil. Donc la norme d'encadrement, 40 ans qu'elle n'a pu changer dans le secteur de la petite enfance. 40 ans, est-ce que vous vous rendez compte? Les hôpitaux aussi. Et les hôpitaux aussi. Les aides Toutes ici présentes, on fait toute partie du secteur non marchand. Et ce sont tous des services à la population. Bravo. Ce sont des évidemment l'exercice quand on fait un débat parmi des militantes et des militants syndicaux, on a tout de suite la réalité de terrain. Mais moi, je la connais, la réalité de terrain. Moi, je souhaite quand même qu'on ne préjuge pas des personnes qui viennent ici, qui acceptent de présenter leur parti. On ne connaît pas son parcours, voilà, mais de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse, on aimerait bien connaître la moi, je position. tiens vraiment à répondre. D'abord, je connais la réalité de terrain. Parce que moi-même,
fondé plusieurs organisations de jeunesse, par exemple, plusieurs institutions ou structures qui développent de l'accueil extrascolaire, donc je sais la réalité de terrain. Et je partage ce qui est dit. Mais enfin, à un moment donné, on ne peut pas non plus promettre monts et merveilles sans avoir réellement les capacités de le faire. Il faut être un peu honnête. Donc je pourrais vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que demain tout va aller. Et une expérience comme celle du Québec, vous ne pensez pas que c'est possible de la faire ici? Je pense qu'on ne peut quand même pas dire que, enfin en tout cas pour notre parti, qu'on n'a jamais soutenu le non-marchand et qu'on a dit que le non-marchand n'était pas un statut, n'était pas un secteur à privilégier et qu'on ne mettait pas les moyens de le faire. Je pense qu'en tout cas, on est les premiers à le dire. Et même dans le plan Marshall, il y a une priorité qui a été accordée aux non-marchands. Je pense par exemple à la mesure 2.4 relative à l'accueil extrascolaire. Je pense notamment à plusieurs choses qui ont été mises en place et qui apportent une plus-value. Et je pense très honnêtement qu'il y a des signaux qui ont été donnés et qui sont encore inscrits aujourd'hui, qui ont toujours valorisé le non-marchand. Et je pense en effet qu'il faut toujours développer les choses, qu'il faut aller plus loin, mais que de nouveau, il faut pouvoir mettre tout ça sur la table et arbitrer de savoir comment on fait pour pouvoir les payer. Donc je suis bien conscient de la réalité de terrain et je sais que c'est vraiment là une priorité accordée. Parce qu'en effet, ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes qu'il faut pouvoir à un moment donné aiguiller. Et je sais combien le filet de sécurité à un moment donné est important. Parce que demain, il ne s'agit pas de booster l'enseignement, il s'agit aussi de pouvoir, quand ils sont dans la rue, quand ils sont laissés, ou bien parce que leurs parents travaillent à des horaires totalement inadéquats, de pouvoir les récupérer, de faire en sorte que l'accueil extrascolaire soit développé, que les emplois de qualité soient aussi développés, et qu'en effet, il y ait davantage de temps plein et davantage de statuts qui soient des statuts forts. Mais voilà, en l'occurrence, on n'est pas dans une situation idéale, et de nouveau, il y a des complexités en termes de financement, mais je pense en effet que les signaux qu'on montre dans notre programme sont de nature... C'est une priorité pour le Parti socialiste. Bien sûr, mais fatalement, oui, bien sûr. Je suis désolée. Brièvement, là, parce qu'on est vraiment à la bourre. Très brièvement, quand même, un moyen de récupérer de l'argent, c'est d'arrêter de le donner aux sociétés commerciales attendez, je vais terminer. Tout à fait d'accord avec vous. C'est arrêter de subventionner le secteur commercial qui détourne une partie des subsides de leur objet social. Là, il y a de l'argent à récupérer facilement. Mais on partage totalement votre avis là-dessus, et on peut aller au-delà de l'idéologie. Quand on parlait de taxer 1% des personnes les plus riches pour en distribuer en 99 autres, ça c'est clairement dans notre programme. Voilà, il y a encore deux personnes qui doivent s'exprimer sur ce dernier thème. Je sais aussi parce que certaines personnes ici, pour aller chercher leurs enfants, doivent partir à 4 heures, donc j'aimerais bien qu'elles assistent à l'ensemble du débat. Je parle dans la salle. Hein. Et donc Gisèle Mandela, quelle est la position du FDF en matière d'équipement collectif? Est-ce que la commercialisation est un problème? Si oui, comment vous faites pour la freiner? Je pense que par rapport aux équipements pour les petits enfants, nous partons déjà du principe qu'il faut, pour la petite enfance, non seulement augmenter le nombre de places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans, mais en pratiquant un tarif qui est lié aux revenus. Je pense que c'est important aussi aujourd'hui quand on voit le prix qu'on doit payer pour une crèche privée. Je pense que à ce moment-là, c'est difficile pour les parents et pour nous, c'est vraiment donc l'augmentation en tenant compte du tarif des revenus des parents. Nous avons aussi un autre point qui est le maintien à domicile. Je pense que c'est une alternative par rapport à la mise en maison de repos. Et par rapport à cela, au maintien à domicile, il faut aussi, je pense, améliorer les statuts des accueillants. Aujourd'hui, on le sait, le contingencement des heures pour les services d'aide à domicile est bloqué. Nous, on demande éventuellement aussi qu'on augmente ces contingents d'heures pour les services d'aide à domicile. Pour nous aussi, il est important de les maintenir en maison de repos, que des personnes qui ont réellement besoin d'être en maison de repos et vraiment de valoriser en fait le maintien à domicile et de mettre en maison de repos, peut-être une maison de repos et des soins pour les personnes. Pour ce qui est des aidants proches, nous voudrions aussi aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Nous voulons aller plus loin dans la démarche en termes de droits et des avantages et des protections par rapport à ces personnes. Nous souhaitons qu'on maintienne leurs droits à la sécurité sociale et valoriser leurs prestations, notamment vis-à-vis de leur pension plus tard. Et il en est de même pour les personnes handicapées. Nous demandons aussi qu'il y ait un peu plus de places de répit, des places pour l'accueil des personnes de grande dépendance.
Et par rapport à la commercialisation de ces services, nous demandons également la diminution du nombre des lits pour les privés, pour tout ce qui est maison de repos, et diminuer les nombres pour les entreprises privées. Vous voulez dire le commercial? Oui, c'est ça. Je le mets dans le cadre privé. Oui, donc il y a vraiment le secteur, parce qu'en fait ici c'est du secteur privé non marchand. Alors, oui, mais non, c'est pour les commerciales, de réduire le nombre des lits pour les secteurs commerciaux et d'en octroyer un peu plus. Et comment exercer, comment faire en sorte que qu'on évite ces problèmes. Nous, on pense qu'il faut nécessairement exercer un contrôle plus accru de ces secteurs-là commerciaux, de mettre en place un inspecteur qui va aller veiller à ce que les normes soient respectées et qu'on normalise, en fait, on mette les normes au même titre que les normes qui existent pour les secteurs non marchands. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont une largesse de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais en même temps aussi, il faut savoir que nous sommes aussi dans le cadre de respect des directives européennes, donc on ne peut pas leur demander de ne plus exister, mais je pense qu'avec un contrôle et le ramener aux normes standards de non-marchands, serait quelque chose qui permettrait déjà de lutter contre cette commercialisation à outrance des services. D'accord. On a encore une candidate qui doit s'exprimer sur le sujet, Dorothée Klein pour la CDH. Mais finalement, on peut se demander, est-ce que ça n'arrange pas aussi un petit peu les politiques de confier ces secteurs-là qui, dans l'esprit des gens en tout cas, coûtent très cher, à un secteur commercial et d'éviter une dépense publique? Écoutez, je trouve que c'est difficile de répondre, et surtout devant cette salle, parce que voilà, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais écoutez, allez, franchement, c'est vrai qu'ici on peut pas dire, j'ai ma mère qui est dans une maison de repos, je m'y rends, je la vois, je vois comment les infirmières, comme les aides de travail, je vois bien que c'est des conditions difficiles, je les remercie parce qu'elles sont charmantes. Je m'occupe moi-même aussi par ailleurs d'accueil extractionnaire d'enfants, donc je sais comment... on personnalise pas la question, donc, effectivement, vous êtes là pour représenter votre parti, et on ne va pas au-delà de ça, mais donc le CDH, qu'est-ce qu'il a comme proposition? Et je voudrais dire aussi que c'est le souci du CDH, mais je voudrais vraiment pas attirer la couverture à moi, et il y a beaucoup de partis ici représentés, où on aimerait tous améliorer. On voit que les besoins, aussi bien au niveau de l'accueil de l'enfance, que de l'accueil des personnes âgées, ce sont des besoins criants, qui vont grandissant. Et que par rapport à ça, effectivement, je crois qu'on fait des investissements, je crois qu'on essaie d'améliorer les choses, mais les besoins avancent plus vite que les réponses. Alors, moi, je peux vous dire, si on regarde le programme maintenant du CDH, effectivement, nous, on veut créer pas 35 000 places en plus, mais 10 000 places en plus, parce que on se rend bien compte des contraintes. Donc, voilà, on voudrait bien que les entreprises y participent davantage, donc il y ait une obligation dans la responsabilisation. Je parle à l'avenir, hein, donc en partenariat avec les milieux d'accueil et pas de façon, voilà. Bon, c'est le jeu, il est cruel. Donc, oui, c'est pas que le jeu est cruel, c'est simplement que voilà. Et donc je vais intervenir, puisque j'ai sifflé. Vous parlez de faire intervenir les entreprises. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai sifflé. En fait, quand le CDH a eu l'accueil de l'enfance, on a eu un programme qui visait à faire un partenariat entre les entreprises et le secteur public pour la création de crèches d'entreprises. En ce qui nous concerne, nous sommes complètement opposés aux crèches d'entreprises. Et donc quand vous parlez de faire participer les entreprises, s'il s'agit de crèches de zoning pour une partie d'entreprises, pour un ensemble d'entreprises avec des places réservées pour l'extérieur et d'autres, on peut encore entendre, mais les crèches où les employeurs interviennent pour la construction de places, nous sommes complètement opposés à ça. Donc, voilà, on va essayer d'expliquer un peu mieux ce que vous voulez. Oui, mais c'est effectivement ce que vous disiez, il faut qu'il y ait une mixité sociale. Ça, c'est effectivement, et que ça se fasse en partenariat avec l'ONE. Il ne faut pas effectivement faire des ghettos avec les enfants d'entreprise, des employés d'entreprise. Donc là, on est bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau de l'accueil des services pour personnes âgées, il faut sans doute continuer à convertir des lits, des entrepôts en lits aussi de soins. On sait bien que les besoins sont grandissants, donc je crois qu'il y a aussi un souhait. Ça veut dire que le CDH considère qu'en fait c'est impossible de répondre à ces besoins Non, pas du tout. commercial. Non ?
J'aimerais bien qu'on fasse la différence. Je crois qu'il ne faut pas faire que du public. Il faut ici, je peux vous dire le parti, je vous dire l'imitation des maisons de repos commerciales, donc c'est mis noir sur blanc, ce qui ne veut pas dire que le monde associatif ne peut pas avoir sa part, et je crois que l'associatif est très important parce qu'il souvent il sent les besoins et formule des objectifs. Voilà. Mais il faut continuer, je crois, à aller dans le sens de soins à domicile et certainement d'une meilleure coordination avec une structure de coordination plus importante, avec une personne de référence qui soit à la fois, je veux dire, une aide pour les familles, mais qui soit aussi un garant de la qualité des soins qui sont portés à domicile. Voilà, alors je suis désolée, on va arrêter ce débat-là parce qu'on a de plus en plus